swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler aujourd'hui de Cody Garbrandt. Et si jamais vous nous suivez sur Instagram, @La Sueur, n'hésitez pas d'ailleurs, plus on est fou, plus on rit, mon cher Rust. Eh bien, Cody Garbrandt a dit à MMAfighting.com, quand je suis lancé, il n'y a personne au monde qui puisse me battre. Personne, no, nobody. Oui, parce que Cody Garbrandt, si vous voulez, il était parti pour être la future superstar de l'UFC, invaincu en carrière, champion avec une démonstration face à Dominick Cruz. On va y revenir dès maintenant avec notre cher Rust. Puis, la déchéance, 3 défaites consécutives par KO. Et à chaque fois, cette impression finalement, mon cher Rust, de il n'y a pas de solution, il s'enferme dans ses démons. Il y a un problème, mon cher Rust? Non. Pourquoi? C'est je bug? Je sais pas, il y avait une tête de... Je pensais qu'il y avait un petit peu de parasite au niveau sonore. Ah non. Et donc là, on va revenir avec cette soirée qui a tout changé, mon cher Rust. Soirée lors de laquelle j'étais en charmante compagnie, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que c'était le 30 décembre 2016, UFC 207, Ronda Rousey contre Amanda Nunes, le retour de Roddy Road, mais en co-main event. Il y avait quand même le retour de Ronda Rousey. Oui, d'accord. Qui revenait face à Amanda Nunes après cette terrible défaite face à Holly Holm, mais en co-main event, il y avait le combat. Dominick Cruz, champion, qui avait défendu sa ceinture face à son menton préféré, Uriah Faber, quelques mois plus tôt, et qu'il avait gagné en janvier, regagné à nouveau face à TJ Dillashaw, qui apparaissait vraiment comme l'ogre, plus grand bantamweight de tous les temps, quasi imbattable, face à Cody Garbrandt. Et on était tous OK, Cody Garbrandt, c'est bien. Il est invaincu en carrière, il enchaîne les KO, mais il est un peu foufou. Et là, la marche est presque trop haute pour quelqu'un qui passait de Almeida ou je ne sais plus trop qui. C'était pas Mizugaki exactement, qui avait battu à l'UFC 205. Directement à Dominick Cruz, on était là en mode. Ouais. Ça s'annonçait un peu chaud. Ça s'annonçait un peu chaud. Il était même passé du coup donc la même année, à partir de février 2016 jusqu'à décembre 2016, il était passé de non ranké, c'est-à-dire même pas dans le top 15, à combattre pour le titre. En l'espace de quelques mois, même pas un an, moins d'un an, et 4 combats. C'était complètement fou. C'était complètement fou, surtout dans une catégorie comme les bantamweight. C'est complètement fou. Et donc, il s'attaquait à Dominick Cruz, mon cher. Honnêtement, on ne donnait pas trop cher de sa peau. Non, parce qu'en fait, et c'est là où ça a été absolument... on avait la mâchoire qui tombait au sol, parce que il nous apparaissait que quand on l'a vu contre Almeida, contre Mizugaki, j'ai oublié le premier qu'il a affronté, Brandon quelque chose, je crois. Et en gros, il nous apparaissait que c'était un très bon boxeur, parce qu'il a une carrière amateur de boxeur, il a des mains sublimes, enfin dans le sens, la manière dont il les utilise, et très rapide, très bon timing, du caractère. Enfin, ça se voyait en fait directement. Il avait un vrai caractère, et pour un combattant, ça compte. Demandez à Cus D'Amato qui disait ça à propos de Mohamed Ali. Quelle est la plus grande qualité de Mohamed Ali? C'est son caractère. Et donc on savait que c'était quelqu'un d'original, on savait que c'était quelqu'un qui allait plaire aux fans, mais de là... Et aux femmes. Et aux femmes, oui, absolument. En plus, mais ça, c'est le tatouage avec les ailes, là. J'ai l'impression qu'elles adorent ça. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais enfin, je parle, j'en sais rien, en fait. Mais il avait du succès, en tout cas. Yes. Et d'ailleurs, il est sorti avec Paige Van Zandt, je crois. Et donc, il était arrivé comme ça dans ce combat-là avec Dominick Cruz, et sachant qu'effectivement, en fait, tu as redonné la chronologie, Dominick Cruz, c'est peut-être un des meilleurs bantamweight de tous les temps, si ce n'est et un style, une énigme en fait, un peu comme Machida lors de la Machida Era qui a duré un seul combat, mais bon quand même. Et surtout, il avait fait de Team Alpha Male son terrain de jeu préféré. Ouais, parce que il était passé donc sur Uriah Faber et puis TJ Dillashaw. Et TJ Dillashaw, voilà. Et c'est vrai qui était à ce moment-là feu Alpha Male, je crois. Oui, complètement premier combat feu Alpha Male. Mais formé là-bas. D'ailleurs, c'est Uriah Faber qui avait été chercher TJ Dillashaw quand il était lutteur, des sales histoires, des sales bails. Et c'est vrai que voilà, il y avait vraiment ce passif de Dominick Cruz, en gros, qui a compris comment marchait la Team Alpha Male. Il avait un peu le blueprint pour battre les gars de Team Alpha Male. Évidemment, on est réducteur parce que les combattants de la Team Alpha Male ne sont pas les mêmes, mais voilà. C'était l'histoire, en fait. C'était un peu le scénario qui était offert. Et on s'était dit, bon, Dominick Cruz, qui est un mec ultra complet, qui a un style super étrange, il bouge énormément, il est très bon en lutte, il se fait très difficilement toucher. En plus, si tu es entre guillemets, si tu n'as qu'une seule dimension et donc que tu n'es très bon qu'en anglaise, théoriquement, c'est quand même compliqué. Et il est arrivé
Cody Garbrandt, et il a fait, mais en fait, il a fait un peu, tu sais, comme dans les films de super-héros, et je sais pas pourquoi, je pense à Blade. Tu sais, les premières minutes, quand Ouais. donc t'es obligé, t'es un réalisateur, et pour montrer que ton combattant, enfin que ton héros est un putain de badass, tu mets dans des situations où il éclate tout le monde. Et du coup, bah, je pense genre à Blade 1, ou je crois que c'était Blade 1, où tu sais, la première scène, en gros, il arrive dans un nightclub et mais il décanille tous les vampires, mais en mode, tu sais, genre Lucky Luke derrière le dos, etc. Et tu as l'impression qu'il est invincible. Tu as l'impression qu'il peut faire tout ce qu'il veut, il touchera en pleine tête, il va réussir, etc. Et il y avait un peu cette impression avec Cody Garbrandt, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'était fou. C'était Tout fou. lui a réussi. Et alors, mais attention, parce que du coup, j'ai rematé le combat tout à l'heure, on a rematé le combat, et là où c'est extraordinaire, c'est que tout lui a réussi. Et on va faire une liste de tout ce qu'il a réussi de façon absolument sublime, alors même, et c'est là où c'est encore plus incroyable, que Dominic Cruz lui-même était très bon. Exactement. Dominic Cruz était vraiment ultra affûté. On a C'était, juste eu l'impression que c'était un mec contre son petit frère, tout ouais, simplement. c'est ça. C'est le petit frère qui fait, voilà, c'est le meilleur petit frère et dans sa plus grande forme. Sauf que voilà, tu lui fais une espèce de prise de judo, il tombe dans les Legos parce qu'il peut rien faire, tu vois. Et ben, c'était pareil, c'était vraiment pareil. Et il avait donc déjà, bon, il a beaucoup utilisé son anglaise parce que c'est son gros point fort, mais pas que. Déjà, les low kicks, on a vu que, comment dire, on imaginait que ça pouvait être une bonne stratégie contre Dominic Cruz. On l'a vu avec Henri Cerudo que c'était très efficace. Un des premiers à l'avoir fait, c'est juste qu'il l'a fait moins en fait. Il n'y a pas été à fond, il n'a pas banqué à fond là-dessus, mais il l'a fait avec beaucoup de succès. C'était lui, c'était comment dire, Cody Garbrandt. Donc, des low kicks parfaitement timés. En fait, le mot-clé, c'était vraiment timing. C'était incroyable. Il a été très patient, et ce qui est dingue, il avait, je crois, à l'époque, il avait 25 ou 26 ans, et il était limite en mode j'attends, en fait. Je suis pas là pour y aller tout fou. Ce qui est incroyable quand on voit ce qu'il fait contre les gars comme Pedro Munoz, où il y va, mais genre balls deep. Et On en parlera plus tôt. voilà, on en Tard, mon reparlera. cher Russ, mais c'est terrible. Là, on est dans la belle époque. La belle époque, ah, ouais, voilà, Dragon Ball Z par Nutella, comme dirait, merde, c'est qui? Je sais plus, un rappeur que écoutez, mon petit frère justement. Bref, et voilà, et tout lui réussissait. Il attendait, c'est-à-dire qu'il laissait Dominic Cruz venir à lui. De temps en temps, il faisait des blitz, et qui d'ailleurs n'étaient pas forcément ceux avec lesquels il avait le plus de succès. Ouais. C'était vraiment choper Dominic Cruz en fait. Il avait un timing hallucinant pour que dès qu'il voit une ouverture, quand Dominic Cruz avance, même s'il essaie de faire des misdirections, des trucs comme ça, il le chope à chaque fois, parce que des mains ultra rapides, parce qu'un coup d'œil incroyable, parce que lui-même avait une très très bonne défense de striking. Il avait des mouvements de tête. Oh là et là. des mouvements de tête aussi. Ben, ça, c'est aussi son background de boxeur amateur, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu une aussi belle anglaise dans la cage. Vraiment, il y en a qui ont une très belle anglaise. Joe Duffy, on parle des frères Diaz, mais quelque chose de très académique, un peu comme ça, en mode, tu sais, hop, et puis boum, des petites parades, puis Ouais. c'est vraiment. Et puis il y a eu un petit Bob and Weave qui s'est terminé par il fait pas du breakdance ou je sais pas trop quoi. Plusieurs fois. fois, Oui, et en fait, et plusieurs fois du bob and weave. Enfin, du coup, c'était pas vraiment du bob and weave, c'était vraiment des purs mouvements de buste. Il y a eu du bob and weave aussi. Il y a eu vraiment des simples parades comme ça, vraiment très très dans l'économie, vraiment comme un bon boxeur saurait le faire, un boxeur anglais. Et ça marchait, mais c'était magnifique. C'était vraiment. Il évitait tout. Bon, et c'est là où il faut qu'on fasse attention à notre perception parce qu'il s'est fait toucher. Il s'est fait mettre au sol aussi, dans des superbes takedowns qu'a réussi Dominic Cruz. Il s'est fait toucher. C'est juste qu'on n'avait Dieu que pour Garbrandt, en fait. Exactement. C'est là où c'est dingue. Le combat, il n'était pas serré. Clairement, c'était une démonstration. Mais Dominic Cruz n'a pas été ridicule. Il a touché, il a mis au sol, etc. C'est juste qu'on avait vraiment Dieu que pour. Il était hypnotique, Garbrandt. Il était en mode perfect. Il était. Donc les takedowns aussi. Lui aussi, on a réussi parfaitement, Garbrandt. Et avec un timing. Tout à l'heure, du coup, quand on le rematait, en gros, il y a, je sais plus, je crois que c'est troisième round, un truc comme ça. Donc, Dominic Cruz, des mouvements latéraux. À un moment donné, il attaque avec vraiment, comme il a son habitude, des trucs qui ont des angles bizarres, vraiment des espèces de coups très longs. Et Garbrandt est franchement avec une vitesse d'exécution, mais oh. Donc, des mouvements de buste vraiment ultra rapides, ultra précis, etc. Il évite tous les coups, mais tous. Et tu avais l'impression d'être dans DBZ, pour le coup, vraiment dans DBZ. Et
au moment où, Cruz met son dernier coup, c'était un combo de genre 2, 3, 4, enfin, je crois que c'est au moins 3, 4, enfin, 3, 4, disons. Et ben donc, il a tout évité, boum, et au moment, sur le dernier coup, boum, il se relève et pas, il enchaîne avec un takedown, mais laser, un takedown en mode un peu TJ Dillashaw versus le mec qui a la grosse tête, Lineker. Et parce qu'il est thick. Et vraiment, mais un truc, mais vraiment, tu as l'impression d'être dans un jeu vidéo. Enfin, c'était juste hallucinant. Et il a fait plusieurs fois comme ça des séquences, parce que ce combat, c'est vraiment un ensemble de séquences absolument, mais à tomber par terre. Et c'était juste, dans cette nuit-là contre Dominique Cruz, il était transcendé. C'était fou. C'était la meilleure version de lui-même. C'était Le calme, la concentration. Tu sentais qu'il était, l'expression en anglais, c'est genre laser focused, mais c'est ça. Enfin, tu avais l'impression que c'est vraiment le laser, la pointe rouge, elle est posée là sur la tête de Dominique Cruz et elle ne bouge pas. Enfin, c'est comme un bot cheaté dans Call of Duty, tu vois. Ça ne bougeait pas. Il était concentré de ouf. Et c'était, pour un premier title shot, c'est complètement délirant. Non, parce que juste après, il y a eu le deal en plus Body Armor, qu'il a signé. Oui, Body Armor, qui est une boisson énergisante partenaire de l'UFC, enfin énergisante ou de ouais. récupération partenaire de l'UFC. Il signait avec eux. Ouais. Vraiment, il y avait ce côté, c'est lui, la future superstar du sport. Ouais. Et même le début de combat face à TJ Dillashaw, où il avait publié justement le fameux knockdown, il refait exactement le même. Et là, on se dit, ok, Ouais. ok, parce que ce qui était, on va dire, rassurant, c'est que face à Dominique Cruz, il avait rassuré, parce que moi je me souviens, et c'est ce qu'on se disait, c'est que TJ Dillashaw s'était laissé emporter par le trash talk de Dominique Cruz pour être pour la première fois de sa carrière vraiment dépassé par ça. Et quand on voyait le trash talking entre les deux, on se disait, ouh, ça sent vraiment mauvais sur ce point-là aussi pour Dominique Cruz qu'il attaquait sur son Ouais. torse, machin. Enfin, c'était vraiment en dessous de la ceinture. On disait, bah, il y a peut-être moins qu'il perde ses repères face à ça. Finalement, maîtrise totale. Contre TJ Dillashaw, pareil, c'était quand même assez compliqué parce que tu avais Uriah Faber qui allait peut-être prendre sa revanche sur TJ Dillashaw. On se dit aussi, ça va être compliqué. Le premier round, là, on pouvait que se dire, ok, donc c'est vraiment une mauvaise idée en fait de faire du trash talk contre Cody Garbrandt parce qu'en fait, il vous fait payer x100. Ouais. Et à partir du deuxième, terminé, tout est parti vraiment en fumée parce que voilà, vous avez eu quelqu'un et c'est là le véritable problème de Cody Garbrandt. Il a dit qu'il a réussi à effacer ses erreurs. Là, maintenant, il s'entraîne chez Mark Henry. On espère pour lui. Ah, c'est vrai? Mais voilà. Oui, il a fait son camp chez Mark Henry, là. Donc, Cody Garbrandt. Exactement, mon cher. C'était exactement. Donc, on peut se dire que peut-être, il s'est toujours entraîné un petit peu. Il est resté un petit peu avec Team Alpha Male, mais là, il est parti pour quitter sa famille, tout ça, sortir de sa zone de confort. Parce que c'est vrai que le problème de Cody Garbrandt, c'est ça. C'est malgré tous les efforts, malgré tout son travail, c'est arrivé face à TJ Dillashaw au premier combat. Deuxième combat beaucoup plus criant et contre Pedro Munoz, là, clairement, larme de sang. Nous y étions en plus présents physiquement, mon cher Rust, avec des magnifiques photos de notre cher Rusty Business, je me souviens. Voilà, quand il se fait toucher, il commence à voir rouge. Et quand on dit toucher, c'est plus pas toucher, mais quand quand il est sonné, entre guillemets, quand il sent qu'en face ça frappe fort, il commence à se dire bon, ok, faut que je mette le mec KO moi aussi. Et c'est terrible parce que là, ça me fait un peu regretter, moi, le combat justement contre Almeida, qu'il a très très bien négocié, où justement Almeida aurait pu être ce premier, tu vois, à vraiment le toucher. Et où là, il aurait pu, je pense, s'en sortir contre Almeida parce que Almeida est un peu limité. Mais c'est vrai qu'il tape très fort. Et du coup, on aurait pu avoir ce côté, bon bah, t'as eu ce combat-là, tu sais vraiment à quoi t'en tenir. Alors qu'aujourd'hui, le problème contre Dillashaw et Munoz d'une certaine manière, comme c'est le top du top de la catégorie Bantam, tu peux pas te permettre d'entrer dans des guerres de brawl comme ça, surtout quand t'es touché en premier en fait. Ouais. Et c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir maintenant ce qu'il advient, comment il se présente. Mais c'est vrai que déjà, c'est très bizarre le fait que tout était parfait contre Cruz et même dans sa gestion. Bon, après, il dominait. Mais même dans sa gestion, effectivement, de trash talk, il aurait pu se laisser emballer, etc. Cela dit, il faut dire aussi, c'est vrai qu'il s'est donc fait toucher aussi contre Cruz, et Cruz n'a pas les mains aussi lourdes que les TJ Dillashaw et que les Pedro Munoz, donc il y avait moins de risques, entre guillemets. Mais ouais, effectivement, c'est... honnêtement, je vais voir, je ne sais pas si j'y crois, en fait. Il a dit qu'il avait pris un coach mental, Garbrandt. Ça, c'était lors de l'avant-dernier combat, je crois. Ouais. Ah mais si, non, il a pas fait un truc avec Robbins aussi?
Non, ou rien à voir. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais oui, non, il avait pris un coach mental, il y avait eu un truc comme ça. Mais je crois que c'était Ouais. pour le combat contre Pedro Munoz. Ah oui, il me semble aussi, et Je c'est pour crois, ouais. ça que, en fait, là, instinctivement, de ce que je me souviens avoir entendu de ses dernières sorties médiatiques et même de ses dernières sorties tout court, j'ai du mal à y croire, en fait, parce que j'ai Pareil. vraiment l'impression que il Bon, on est, l'a déjà entendu aussi. ouais, en plus, déjà, on l'a déjà entendu dire ça, et puis on a vraiment l'impression que voilà, c'est un peu sa malédiction, entre guillemets, ça fera partie de lui ad vitam aeternam. Je sais pas, c'est comme s'il avait un peu grillé la carte du c'est bon, j'ai changé et ça n'arrivera plus. Du coup, bah, on va voir comment ça se passe. L'avantage, c'est qu'Asuncao n'a pas les mains aussi lourdes que non plus que Ouais. Munoz et TJ Dillashaw. Donc, si ça se trouve, il va rebriller contre Asuncao. D'ailleurs, stylistiquement, il a des chances de briller. Mais oui, Mais mais c'est pour ça aussi l'UFC met quand même tout de son côté. Parce que pareil, Pedro Munoz aussi, c'était un adversaire pour lui. bah Le oui, début de combat qui était superbe. Les camps d'entraînement qu'il avait fait en Thaïlande, on l'avait vu avec les genoux, on était en train de se dire wow, 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 ouais, wow, c'est en train de porter ses fruits. Mais voilà, il y a ce petit moment où chaque fois il déconnecte et quand il déconnecte, c'est terminé. Vraisemblablement contre Asun Sao, bon. ouais. Non, ça devrait pas. Contre Asuncao, je suis relativement confiant. Mais c'est vrai qu'on peut se demander d'où ça vient. Je sais que en fait, la raison pour laquelle je pense que ça va être difficilement, à moins vraiment d'avoir, je sais pas, de l'hypnose ou j'en sais rien, mais parce qu'en gros, je me souviens avoir entendu justement des interviews de Gabrandt où il disait que ce côté sang chaud, ça Ouais. vient aussi de quand il était petit avec son grand frère en fait. Il se mettait sur la gueule, mais en mode vraiment jusqu'au sang en fait. C'était pas, Ouais. voilà, c'était pas des bagarres comme normalement on a entre frères entre guillemets sains. Là, c'était vraiment, il se mettait sur la gueule, il se Ouais. tartinait en fait. Et du coup, ben, et avec Trash Talk, et avec, il y a des moments où ça s'est vraiment mal fini et tout ça. Et du coup, je pense que puisque c'est depuis aussi tôt dans sa vie qu'il a eu cette espèce de hargne, de sang chaud et de trucs comme ça, je sais pas, je suis un psychologue de comptoir et j'y connais que dalle, mais j'aurais tendance à dire que c'est vraiment le genre de truc qui est difficile de s'en débarrasser en fait. Ouais, complètement. Donc on va voir comment ça se passe. Déjà, c'est intéressant. Bon, le fait qu'il soit chez Marc-Henri, ça, c'est cool, mais ça me fait ni chaud ni froid. Parce que Team Alpha Idem. Male était aussi une très bonne team quand il a été en Thaïlande. C'était chez Tiger Muay Thai. Je crois que c'était ça. Mais après, Team Alpha Male, c'est une très bonne team, mais ils sont quand même réputés pour leur sparring à la mort, quasiment à la mort. Donc on va dire c'est plutôt d'être chez Team Alpha Male. Ok, c'est une très bonne équipe, mais c'est vrai que de tout ce qu'on entend, c'est pas eux qui vont réussir à canaliser quelqu'un qui a un petit peu le Ah sang oui, non, chaud. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et même Mark Henry, le mec, je respecte énormément ses compétences d'entraîneur, mais lui, des sorties qu'on a vues de lui, ça a l'air d'être un bon Ouais. rageux quand même. Ouais. Du coup, non, mais tu sais, je sais plus à qui s'en était pris, je sais plus, à un autre, je crois que c'était Firas, je sais plus, non, c'était peut-être pas Firas, un autre entraîneur. Et tu voyais que vraiment, je sais pas, il était, ça donnait pas envie. Enfin, il était un peu rageux, quoi. Et j'ai pas trop aimé. Du coup, encore une fois, ça c'est un ressenti. Je suis d'accord qu'on pourra me dire que c'est subjectif, mais et parce que d'autant plus que j'ai plus l'exemple, ça peut se retrouver facilement. Oui, il était rentré dans une guerre de mots en fait, mais un peu Hmm. enfantine. Enfin, vraiment un sale bail. J'ai un sale souvenir. Et donc, par contre, il est très bon entraîneur, mais encore une fois, il est surtout pour les gens debout, disons, hein, il a fait des Ouais. miracles, enfin pas des miracles, parce que Eddie Alvarez était très bon, mais vraiment, il a poli Eddie Alvarez, il a amélioré aussi un petit peu Edson Barboza, qui est d'ailleurs reparti lui aussi, je crois. Exactement. Reparti Même de chez. Frankie Edgar. Il est reparti aussi de chez Marc Ah Henry non, aussi. il est toujours, je veux dire, Ah, il dans est toujours. les mecs qui y sont, bah puis Ouais. Marlon Moraes aussi. Marlon Moraes, ouais, voilà. Enfin, tu sais que quand tu vas chez Marc Henry, voilà, tu vas en ressortir propre, quoi. Vraiment, ça va être magnifique ce que tu fais. Mais le problème, c'est que c'était déjà le cas pour Gabrandt. Du coup, instinctivement, j'aurais tendance à me dire, bon, bah, c'est cool, il va être entre de bonnes mains parce que le mec va continuer à travailler ses skills, ses compétences de combattant. Mais j'aurais plus été chez un Trevor Whitman ou un Firas Zahabi, quelqu'un qui peut vraiment changer sa perspective en tant que combattant, sa vision du combat, peut-être le canaliser, effectivement, comme tu disais, un peu plus. Je ne pense pas qu'il y aura de canalisation à l'ordre du jour chez Mark Henry. Je peux me tromper. Mais voilà, et d'autant plus que. Après, d'un côté, il sait sur quoi travailler. Enfin, bah, pour moi, on va dire, c'est un peu ça le positif, parce que quand il y a des combattants comme ça qui sont un petit peu perdus, c'est compliqué. Là, clairement, Cody Garbrandt, il faut qu'il arrive à être beaucoup plus calme, parce que sur tous les combats, on a vu ça, Ouais. c'était vraiment hyper criant. Et encore, contre TJ Dillashaw, il n'y a rien, pour moi, hein, il n'y a rien de honteux à perdre contre TJ Dillashaw, parce que de toute façon, tout le monde perd contre lui, ou presque. Mhm.
contre Pedro Munoz, si vous perdez contre lui, que vous avez en plus voulu avoir ce combat-là, après, c'est très difficile, on va dire, auprès de ta famille, auprès des coachs, auprès des médias ensuite, de dire, bon, bah, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Parce que il avait toutes les cartes en main pour gagner, et même sur le papier, même quand tu regardes le déroulé du combat, même nous, on se dit, comment t'as fait pour perdre? C'est plus lui qui a perdu que Munoz qui a gagné, finalement. Ouais, c'est une indiscipline. Il s'est laissé embarquer dans une bagarre de comptoir, de bar. Et puis, c'est vraiment, là, c'est de son fait, quoi. Mais Munoz, voilà, il a les mains très lourdes. Lui aussi, il a du caractère. Mais c'est surtout le JJB, son point fort. Mais oui, c'est effectivement plus Garbrandt qui s'est laissé embarquer dans un truc où il prend des risques inutilement que c'est vrai que si c'était. En plus, on sait qu'il a du cardio, il est rapide. Il pouvait faire ça sur 3 rounds. Enfin, maltraiter Munoz sur 3 rounds sans trop prendre de risques, il pouvait le faire large. Et pour se remettre en selle, ça aurait été parfait. Du coup, oui, effectivement, je pense pas. Je le donne favori face à Sun Sao. Je pense qu'on pourra peut-être pas en tirer grand-chose parce que des performances extraordinaires et hors du commun, on en a déjà vu. Donc, si on envoie une contre Asun Sao, on sera en mode ah, putain, stylé, mais on l'a déjà vu avoir des performances hors du commun et transcender. S'il gagne, on sera en mode ouais, bah cool, c'est cool, mais on s'y attendait. Donc, voilà, la seule chose qui peut véritablement gagner de ce combat contre Asun Sao, c'est se remettre en confiance, encaisser, réengranger une victoire et qu'on soit en mode ok, bon, bah au moins il n'est pas sur 4 défaites d'affilée. Putain, on est presque à demander s'il faut le cutter. Évidemment que non, parce que voilà, c'est une superstar. Mais voilà, il y aura au moins ce côté, ok, au moins maintenant il a une victoire, on peut repartir sur des bases un peu plus saines. Mais il n'a pas grand-chose de plus, en fait, à gagner, dans le sens, il n'y a rien qui puisse faire, qui pourra, je pense, impressionner de ouf, en fait. Plus que ce qu'on savait déjà de lui. Non, complètement. Là, c'est vraiment juste se remettre sur les... Parce que voilà, c'est ça. Le truc le plus frustrant avec Cody Garbrandt, et je pense que les nombreuses personnes qui nous posent des questions sur lui, qui nous ont fait des vidéos sur Cody Garbrandt, c'est sportivement et au niveau intrinsèque, il a toutes les qualités pour être champion. Et quand vous l'avez vu, sûrement vous êtes devenu fan quand il est devenu champion pendant l'ascension en 2016. Aujourd'hui, vous vous dites, bah, le gars, on assiste à un long déclin, mais vraiment, c'est du gâchis. Et clairement, Cody Garbrandt, aujourd'hui, devrait être dans le top 3 de la catégorie, sinon champion. Donc, et donc là, voilà, là, il a clairement juste besoin, je pense, à mon avis, moi, d'une victoire. Asun Sao, c'est bien parce qu'on sait que c'est un mec qui est durable. Donc, s'il gagne, il est obligé d'avoir une performance entre guillemets complète. Parce que pour le coup, si Cody Garbrandt, là, il sèche un gars en 40 secondes, il apprendra absolument rien sur lui, son état mental et tout ça. Alors qu'une bonne victoire par décision unanime, il a le temps de se faire un petit peu toucher, mais raisonnablement, donc de se dire, ok, voilà, je suis pas retombé dans mes travers, j'ai une victoire contre Asun Sao qui est quand même numéro 5, et là, maintenant, c'est parti, vous ramenez les Sterling, vous ramenez les Sandhagen, tous ces mecs-là, et c'est parti. Hein. Ramener les Sterlings. Mais ouais, c'est après, en fait, je me dis... tu penses que le train est passé? Non, pas nécessairement. Mais c'est vrai qu'en fait, je me dis surtout, j'ai l'impression que quand il se laisse aussi embarquer dans des brawls, et quand vraiment on se dit il y a un risque, c'est aussi des gars qui touchent un peu son ego. Parce que Pedro, TJ Dillashaw, clairement, les mecs ne pouvaient pas se blairer. Mais même contre Munoz, il y avait un côté, il n'avait pas peur, Munoz. Et Asun Sao n'aura pas peur non plus. Mais Munoz était vraiment en mode, tu me rentres dedans, pas de souci, mon pote, je te rentre dedans. Mais vraiment avec ce caractère en plus. Asun Sao, il est très... c'est pas son caractère qu'on retient de lui. On l'a vu même dans le dernier combat contre Sandhagen, où il n'y a eu aucune révolte de son côté. C'était juste qu'il était au-dessus. Voilà. Et il est un peu lisse, quoi. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas grand-chose de lui parce qu'il ne s'exprime pas beaucoup, parce que voilà, quand il dit quelque chose, c'est généralement pas forcément intéressant. Mais c'est ça le problème, c'est que vraiment, du coup, je sais que c'est vraiment dur ce qu'on est en train de dire à propos d'Asun Sao, mais c'est vraiment c'est un faire-valoir, quoi, par excellence. C'est un gars qui est extrêmement bon, mais qui, comme il n'a rien qui vraiment intéresse les fans, parce qu'il n'a même pas beaucoup de finish ni rien, voilà, c'est un gars où on sait juste que quand on le bat, c'est super parce que c'est un des top 5 et qu'il est ultra bon, ultra complet, etc. Mais donc, je pense même pas qu'il challengera Garbrandt, même dans le côté caractère, en fait. Et c'est là, à mon avis, où Garbrandt peut perdre les pédales, c'est quand le mec lui rentre dedans en retour. Donc, même là, même si c'est un peu plus serré, qu'ils font 3 rounds et qu'il y a un peu de réponse de Asun Sao, je pense
que Garbrandt n'aura aucun mal à se discipliner et garder son calme, parce qu'entre guillemets, il n'y a personne qui le titille, il n'y a personne qui essaie d'aller jeter des pièces sur le dragon dans la grotte, tu vois. Donc en fait, bah, voilà, on va, je pense, j'espère, parce que j'avoue, je suis un peu biaisé, j'ai envie de voir du beau MMA, donc j'ai envie de voir quelqu'un d'excitant, donc j'ai envie de voir un Sun Sao meilleur que jamais. Mais voilà, ce que j'espère et que je m'attends à voir, mais je n'en attends pas plus, c'est une superbe performance de Garbrandt. On va s'en mettre plein les yeux avec ce qu'il sait faire et qui fait mieux que personne quand il est dans son A-game. Ouais. Mais c'est tout. C'est son anglaise, mais c'est aussi son coup d'œil, son timing, son jeu complet. À la limite, ce qui serait stylé, c'est de voir un peu de travail avec des genoux, justement, en clinch, des trucs comme ça, ce serait cool. Mais voilà, je m'attends juste à voir un très très bon Garbrandt et à se régaler. Mais je pense pas qu'on en tirera grand-chose. Voilà, Voilà, mon cher Ross. Mais en tout cas, tire notre chapeau à notre cher Rafael Assunção qui, depuis 2013, mon cher Rost, depuis 2013, TJ Dillashaw, Pedro Munoz, Brian Caraway, TJ Dillashaw, Aljamain Sterling, Marlon Moraes, Matthew Lopez, Rob Font, Marlon Moraes, Cory Sandhagen et la TJ Dillashaw et Cody Garbrandt. Putain, à part Rob Font et puis le mec que j'ai oublié là, Matthew Lopez, ouais. C'est quand même un boulevard de la mort. Hein. C'est un truc de malade. C'est vraiment maudit ce mec. Maudit, ouais, vraiment maudit. Mais ouais, non, vraiment maudit. Il a donc pendant tous ces combats-là, il a perdu contre TJ. Il a fait quoi contre Marlon Moraes? Il a gagné la première fois, deuxième fois il s'est fait rouler dessus. Et voilà, il a juste perdu contre Cory Sandhagen décision. Marlon Moraes c'était guillotine juste après s'être fait mettre knockdown. Et TJ Dillashaw décision unanime. Ouais. Oui, et puis c'était une démonstration de TJ en plus. Ouais, complètement. Donc ouais, non, Rafael Assunção, pas évident d'être à sa place. Exactement. Tu sais que tu n'auras jamais le title shot. En plus, là, tu as 37 piges et tu es bon. Et il reste bon. C'est ça le problème. Ouais. Il reste bon. Jamais il aura de fans parce que là, pour le coup, vraiment, le train est passé. Ouais. Et donc voilà, condamné à rester avec un salaire qui n'est pas énorme, à affronter des tueurs à gages et à être l'ultime gatekeeper de cette catégorie bantamweight. Non, je n'aimerais pas être à la place de ce mec-là. Ouais, c'est pas cette position-là que tu rêves quand tu deviens combattant pro, je pense. Même si, mais encore une fois, il est à l'UFC, il fait partie du top 5, il est ultra bon, mais voilà, enfin, tu fais partie de la crew, pour rester dans l'analogie Dragon Ball, tu fais partie du crew, mais t'es Yamcha, tu vois, enfin, ou t'es Krillin, quoi. Non, et puis surtout, ce qu'on dit par rapport à ça, le somme, c'est surtout qu'il n'a jamais eu de title shot, parce qu'à chaque fois, il a eu 7 défaites qui faisait qu'il était sur une série de 4 ou 5 victoires. Soit il a perdu contre TJ, soit il a perdu contre Marlon. Et voilà. Il y a des gars, voilà, par exemple, les Donald Cerrone, ok, ils n'ont jamais été champions, mais ils ont eu des occasions pour l'être. Lui, clairement, il a dû cravacher. C'est comme si, là, on se retrouve dans une situation, par exemple, Aljamain Sterling, la perd contre Cory Sandhagen à l'UFC 250, on dira, être à la place de Sterling, ça fait mal quand même. Ouais. Bah non, c'est clair. Ouais, puis Cowboy Cerrone, voilà, il a ce personnage. Oui, il le connaît parce qu'il est à moitié taré, mais dans le bon sens du terme. Assunção, vraiment, littéralement, je ne sais rien de lui. Et pourtant, on s'y intéresse quand même au MMA, tu vois. Je ne sais rien. Même pas une anecdote, tu vois. Ça dit si, un jour, je crois, c'était pendant la Fight Week de l'UFC 200. Ouais, c'est ça. Le mercredi, il avait mangé du riz au petit déjeuner. Ouais, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. J'ai même pas été voir, pour te dire, le countdown Garbrandt Assunção. Pareil, je n'ai regardé aucun countdown. L'heure est grave à nos chers auditeurs et viewers. Là, on est en train, on file un mauvais coton, mon cher Rost. On file un coton d'un UFC 250 qui a pour main event dedans, tu vois. Attention. D'ailleurs, on en parlera demain de notre cher Amanda Nunes et de son statut de GOAT. Ouais, scapegoat. Exactement. Ouais. Bon, allez, à demain, mon cher Russ. Big shout out to my sweet protein, moins 30% en sueur. Moins 30%, vous êtes en sueur. Moins 30% supplémentaires sur les soldes actuels sur MyProtein avec le code la sueur. À la prochaine. Swear.